Bonjour Hélène Sixou. Bonjour. Vous étiez venue nous voir il y a bien longtemps au Matin de France Culture pour le rire de la Méduse en 2010, entre autres. Depuis, vous n'avez pas arrêté et continué de travailler et d'écrire de nombreux livres. Le double oubli de Laurent Houtan, Entretien de la blessure sur Jean Genet, un magnifique livre sur Pierre Alechinsky, d'autres encore. Et puis, tout récemment encore, jusqu'à la fin du mois d'octobre dernier, on pouvait voir ou revoir l'histoire terrible mais inachevée de notre homme Sihanouk, roi du Cambodge. Immense spectacle d'Arletbushkin créé au milieu des années 80, qui a été repris ici à Paris avec une forme différente et notamment tous ces acteurs cambodgiens, cette jeune femme qui joue Sihanouk, la presse dithyrambique, les historiens aussi, nous y reviendrons tout à l'heure, sont tout à fait bluffés par la justesse de la façon que vous décrivez le personnage et dans son ambiguïté, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Aujourd'hui, vous venez, Hélène Sixou, vous venez avec... Alors, comment le dites-vous, J'ai envie de vous entendre, le titre de votre livre. Aïe aïe. Je dis aïe aïe. Le cri de la littérature. D'où il vient ce aïe aïe? Aïe aïe. Eh bien, c'est comme ça que le très grand Ajax de Sophocle... Alors, le grand, soyons clairs, pas le petit. Vous ne regardez même pas le petit. Ouais. Non, mais j'aime beaucoup le petit aussi. De toute façon, j'aime également, si je peux dire, chacun des personnages homériques à qui nous devons tant. Le grand Ajax a été recueilli par Sophocle, qui donc a écrit une pièce qui lui redonne la parole, alors qu'on la lui a coupée dans Homère. Et Sophocle, au fond, introduit déjà toute la richesse et le mystère de la littérature en notant que Ajax porte en grec un nom qui se prononce Aias, et qui signifie hélas. C'est aïe, hélas. C'est une plainte, ça. Oui, bien sûr. C'est un cri de désespoir. Et Ajax lui-même remarque, enfin Ajax Sophocle, remarque qu'il a été nommé par un cri de douleur. Lui-même le dit dans le texte. La première inscription donc de ce qu'on appellerait de façon moderne le travail du signifiant. C'est-à-dire se rendre compte de la puissance du mot, du nom et du travail de la lettre dans la langue. Alors, ce livre, notamment, parle du cri de la littérature. On pourrait penser aussi qu'il parle beaucoup du vôtre, devant la blessure, la tristesse, le malheur de la perte des gens que vous aimez, ou de la perte de ceux qui ne pourront plus parler, mais qui parlent à travers les livres. Passage, comme souvent chez vous, très grave, et puis aussi très drôle, sur votre manière de dire, il faudrait que je pense à appeler, je caricature un peu, mais par exemple Stendhal, pour lui demander ce qu'il pense de telle ou telle chose. Ce dialogue permanent que vous avez avec vos proches, disparus, qui fait la matière du livre, et puis les grands de la littérature, c'est donc cette histoire de cri. Mais comme à l'accoutumée dans les matins de France Culture, moi j'ai envie aussi, peut-être, Hélène Sixou, de vous poser la question sur comment vous considérez qu'est le temps présent. Après tout, des cris, on en entend beaucoup, de toutes sortes en ce moment, des plaintes également, venant d'une société dite maltraitée, déclassée, inquiète. Et ce qui m'a fait penser, au fond, à vous poser la question, c'est, après tout, ce que vous écrivez, page 53, le droit à la littérature ou le droit au cri que la réalité et la communauté nous interdisent. Dans la famille, nous sommes pleins de cris étouffés, nous sommes des loups musclés. Mais voilà que la littérature dit, au fond, écrit ce que la communauté aujourd'hui ne dit plus. Vous n'avez sans doute pas été totalement insensible à cette affaire ignoble d'un journal en France, comparant Christiane Taubira, une fois de plus, après une petite fille, à ces histoires que l'on connaît trop bien, hélas, de racisme, la banane, enfin tout le tralala. Comment interprétez-vous cela? Est-ce que vous pensiez qu'aujourd'hui, la femme qui a connu 68, la militance politique, l'amie de longue date de Jacques Derrida, comment voyez-vous et comment avez-vous perçu, ressenti cette chose qu'on aurait pensé qu'elle n'existerait plus? D'abord, je n'ai jamais pensé qu'elle n'existerait plus. Je pense qu'elle est toujours là et que, justement, c'est une des raisons pour lesquelles il arrive que nous faiblissions, ce qui est très grave. C'est-à-dire qu'il faut recommencer à crier tous les 10 ans, tous les 5 ans, tous les ans. Et parce que l'humanité est
un ensemble vivant extrêmement complexe et traversé par la méchanceté, par le mal, et que les forces du bien sont toujours assez intimidées. Elles sont fatiguées aussi de se battre tout le temps. Or, il faut se battre. Moi, j'ai pris ça de manière très complexe parce que, si vous me permettez, alors j'ai noté, comme je pense tout le monde l'a noté ici, que les quelques échos qu'il y a eu il y a quelques jours, ce sont des femmes qui les ont lancés, des femmes d'ailleurs écrivains, Christine Angot, Virginie Despentes, Françoise Héritier, qui ont réagi après un très long silence. Je dois dire que je me suis posé un très grand nombre de questions à ce moment-là. C'est-à-dire que j'étais en train de me dire, à propos de Leonarda, j'ai commencé à ce moment-là, je me suis dit, mais nous allons perdre le cri. Si ça continue, nous allons perdre le cri. Mais je l'ai pensé sans penser à mon livre. Hein. Je me disais, il y a quelque chose qui est en train de s'étouffer en nous, ça c'est gravissime. Et donc, ce que je fais maintenant, de manière qui peut apparaître comme en permanence anachronique, c'est ranimer le cri. Je me dis, il faut crier. Je pense que nous manquons, la population qui en ce moment est bâillonnée, nous manquons de ressort pour des raisons qui sont comme ça contextuelles, pour lesquelles auxquelles on pourrait donner certains noms. Mais justement, ce que je voudrais dire, c'est que Christian Taubira, et là je tiens à le dire parce que parfois je parle avec les gens dans la rue pour entendre ce qu'ils me disent. Ils me disent des horreurs ou des choses admirables, mais souvent des horreurs telles que ça me menace. Tout à l'heure, mon pauvre chauffeur de taxi, qui était lui-même un ex-immigré, m'a dit « elle ne fait pas le poids ». Bon, c'est vous dire, parce que je lui posais la question, comme ça je fais mon enquête. Alors d'abord, Christiane Taubira, je pense qu'elle réunit toutes les qualités, toutes les forces, à commencer par la langue. C'est peut-être dans le gouvernement la personne dont la langue française est la plus riche, la plus énergique, la plus poétique. Elle fait à ce moment-là, pour moi, elle ramène la puissance de Césaire dans la politique. Voilà. Et alors déjà, c'est insupportable. Hein. Tous ces gouvernants qui ne savent pas parler le français, qui ne le cultivent pas, qui ne le gardent pas, sont déjà rétifs. Ensuite, et je ne peux pas mettre d'ordre hiérarchique dans ce que j'énumère, qui se retourne contre elle, c'est sur toutes ses forces. C'est une femme, elle est belle, elle a un éclat, une limpidité, elle a de l'esprit, elle a de l'énergie, elle incarne le devenir libre et juste du monde. Elle porte en plus, évidemment, des lois qui, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Daniel Salnave, défont les oppositions et les frontières, puisqu'elle ouvre, par exemple, elle est porteuse de ce projet de mariage pour tous. Donc, elle incarne, littéralement, avec son corps, de manière extrêmement visible et en même temps stable, la solidarité, l'hospitalité, l'accueil, tout ce que les démons qui sont parmi nous, et Dieu sait qu'il y en a, ne peuvent pas supporter. Elle est le meilleur, elle est ce que nous faisons de meilleur. Alors il y a des convulsions démoniaques autour d'elle, tout ce qu'il y a de plus stupide, mais depuis toujours, ça n'est pas aujourd'hui, tout ce qu'il y a de plus étroit, de plus avare, se révulse à sa vue et à l'entendre. Et je voudrais aussi dire que, alors, lorsque on arrive à la réduire, on se dit comment faire pour l'éliminer, pour l'éjecter. Alors on la réduit à la couleur, ce qui est évidemment la façon. C'est une réduction à la poussière. Et donc moi j'entends dans ce qui se passe littéralement des échos de lynchage. Et d'ailleurs le lynchage se répand en France. Hein. On est prêt à lyncher. Alors par ailleurs, quand on l'assigne à comparaison en tant que guenon, on s'attaque aussi aux animaux. Tiens, on fait coup double, on tue à la fois une femme et les animaux. Et ça dit aussi la pauvreté, la misère de cette pauvre petite intelligence d'une grande partie des Français qui, alors là, je vais dire une chose, je ne vais pas les accuser, je vais dire qu'ils sont victimes d'une
d'une absence totale d'éducation. Il est à noter que la force de la réaction de la ministre de la Garde des Sceaux, Christiane Taubira, ça a été au fond de dire oui, ça m'atteint, mais grosso modo, pour au fond traduire vite ce qu'elle a dit, j'en ai vu d'autres, voilà, j'assume. Mais elle est très, très triste, très inquiète aussi, c'est en revanche pour ses enfants. Savez, et elle dit, juste, elle dit quelque chose qui, je pense, a dû évidemment vous parler, Hélène Cixous, c'est quand même quand elle a dit, voilà, qu'on l'expulsait de la famille humaine. Et la question de l'humanité est centrale dans cette histoire. Mais c'est le contraire. C'est-à-dire que ceux qui excluent s'excluent eux-mêmes de l'humanité. C'est eux qui sortent de l'humanité. Et j'ajoute que elle a dû garder le silence. D'ailleurs, on doit garder le silence en ce cas-là. Alors, on doit garder le silence ou on doit crier? Elle doit garder le silence, celle qui est attaquée. Sinon, évidemment, si elle se mettait à dire « Ah, on m'a fait mal », c'est exactement ce que désire cette meute. Hein. Mais par contre, le cri doit venir de tous ceux qui sont atteints par ceux qui l'atteignent. Et là, je dois dire qu'il y a eu évidemment quelque chose qui m'a sidérée, parce que je ne m'y attendais pas du tout, dire une absence de réaction. Au début, je me suis dit, c'est parce qu'on prépare une riposte. Puis il n'y en a pas eu. Et bon, moi-même, je vous dis, depuis Leonarda, je me disais, il y a quelque chose qui doit se rassembler et se lever. Et ça a commencé donc par quelques interventions dans les journaux. Mais je continue à penser que c'est grave, parce que, par exemple, on fait un sort particulier à minute, mais moi, je pense que la petite fille qui crie ça, c'est une petite fille dont il faut prendre soin immédiatement, avant qu'elle soit perdue pour l'humanité. La petite fille de 12 ans. L'époque, les temps d'aujourd'hui, Hélène Cixous, vous les considérez comment, du coup, comme extrêmement dangereux, risqué, un avenir incertain qu'on n'aurait pas forcément imaginé il y a ne serait-ce que 10, 15 ou 20 ans? C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans une crise particulière. Lorsque Daniel Salnave, tout à l'heure, faisait la description de ces nomades qui sont menacés par l'effraction de la terre, comme tout ce qui se produit avec le gaz de schiste, etc., on est dans une période qui, économiquement et écologiquement, est très, très menaçante. Mais enfin, on en a vu d'autres. Je veux dire que, on ne va pas dire que c'est pire maintenant qu'au moment de la Deuxième Guerre mondiale, ou bien... Non. Par contre, les forces... qui devraient lutter pour la vie, elles ont besoin de se relever, en particulier en France. Mais je veux quand même dire une chose, c'est que la France, parce qu'en ce moment, nous sommes un peu, nous qui avons le cœur du côté des droits de l'homme et de la femme, nous sommes attristés, nous sommes inquiets, mais c'est loin d'être pire en France que dans d'autres pays. Ce qui se passe en Angleterre est absolument indescriptible. La destruction de la pensée en Angleterre par le gouvernement, ou ce qui s'est passé en Espagne, je pense qu'il faut quand même garder le sens de la mesure. Alors, il y a ce... Aïe aïe, que nous poussons avec vous, Hélène Cixous, c'est le titre de votre livre, Le cri de la littérature chez Galilée. Savez-vous aussi que c'est une mélodie de Monsieur Canteloube, aïe aïe, que c'est un patois occitan, vraisemblablement, qui veut dire loi, mais après tout, loi, elle crie aussi, c'est cela, pour prévenir des dangers. C'est sans doute ça, figurez-vous. Voilà, donc cette Aïe Aïe chant d'Auvergne interprété par Federica von Stadt, accompagnée par le Royal Philharmonic Orchestra de Londres, dirigé par Antonio de Almeida. Nous reprenons avec vous, Hélène Cixous, la deuxième partie des matins,
Et avec la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc, bonjour Hélène Sixou. Et de quoi allez-vous nous parler, Brice? Eh bien, je vais vous parler de Norodom Sihanouk, parce que Hélène Sixou avait consacré à ce personnage extraordinaire en 1985 une pièce de théâtre qui avait été montée par Ariane Mnouchkine. Et voici que le texte est ressorti le mois dernier. La pièce a été rejouée, cette fois-ci en khmer. Et donc, je voudrais parler d'Hélène Sixou, de Norodom Sihanouk avec Hélène Sixou et lui poser la question, ça sera après les informations, est-ce que Norodom Sihanouk, celle-là, on l'avait jamais faite, je pense encore. Est-ce que Norodom Sihanouk, le petit roi du Cambodge, était ou non un personnage shakespearien? Oui, bien sûr, la question et la figure du héros sera au centre, sans doute, à la fois de la deuxième partie des baptêmes, parce qu'elle est évidemment au centre de ce aïe aïe, et Shakespeare, évidemment, est là. C'est le cri d'Hélène Sixou, le cri de la littérature. C'est publié chez Galilée, ça sort dans quelques jours. Aïe aïe, un livre avec des images, de belles images, et pas seulement de belles images, des dessins, des photos d'Adèle Abdesebed. Nous y revenons dans un instant. Il est 8h16. Nous sommes en compagnie, bien sûr, d'Hélène Sixou, comme chaque jour de Brice Couturier, comme chaque vendredi de Daniel Salnave. Brice, c'est l'heure de votre chronique. Bonjour à vous. Bonjour Marc, rebonjour Hélène Sixou. Nous avons une passion commune, et ce n'est pas James Joyce, que j'ai trouvé toujours toute ma vie profondément ennuyeux, à part peut-être les nouvelles du recueil Jean de Dublin. Non, cette passion commune, c'est l'ancien roi papa, comme on l'appelait, le président à vie, le président tout court, puis roi constitutionnel du Cambodge, l'insubmersible Norodom Sihanouk. Un personnage extraordinaire, farceur mais fin politique, démocrate mais tyrannique, audacieux mais avisé, tel que la littérature en fournit peu de semblables. Et c'est sans doute la raison qui vous aura poussé en 1985, au retour d'un séjour que vous aviez effectué avec Ariane Mnouchkine dans des camps de réfugiés cambodgiens en Thaïlande, à lui consacrer une pièce de théâtre. Alors ce spectacle monté au Théâtre du Soleil dans le prolongement des drames de Shakespeare, qui en avait fait la réputation à cette époque, au début des années 80, avait rencontré alors un franc succès. La critique a jugé que sa reprise, le mois dernier, en langue khmer, montrait, je cite Libé, que le texte d'Hélène Sixou tient le choc des années alors qu'il a été écrit dans l'urgence. Sihanouk me fascine depuis longtemps. Je trouve extraordinaire qu'un si petit roi défende si vaillamment et son pays et son trône. Son nom signifie, paraît-il en khmer, le meilleur des hommes, pour Norodom, à la mâchoire de lion pour Sihanouk. Sihanouk aura été de toutes les aventures de la deuxième moitié du XXe siècle. Il aura, comme on dit en chinois, chevauché le tigre, jugez-en. Les Français le placent sur le trône en 1941 parce qu'ils jugent docile ce petit homme qui a fait ses études au lycée français de Saïgon et qui sait réciter du La Fontaine par cœur. Eh bien, ils se trompent, car Sihanouk lancera une campagne royale pour l'indépendance, indépendance qu'il arrache aux Français en 1953. Très vite, il lance son pays alors dans le mouvement des non-alignés, et c'est ce qu'il y avait de mieux à faire à l'époque, si l'on voulait échapper aux deux puissances qui, au nom de la guerre froide, s'ingéraient dans les affaires de leurs alliés, trop faibles pour leur tenir tête. Il côtoie le maréchal Tito, le colonel Nasser, Nehru, mais la neutralité du Cambodge est fragile et il est attiré malgré lui dans le tourbillon de la guerre du Vietnam voisin. Il s'allie alors avec De Gaulle, ménage les Américains, mais laisse son pays devenir un sanctuaire pour la guérilla du FNL vietnamien. Les Soviétiques s'invitent. Pour équilibrer leur influence, le petit roi se rapproche de leurs ennemis chinois. Tout en persécutant ses propres communistes sur place, il les massacre allègrement en 1967, ces Khmers rouges, dont il deviendra bientôt l'allié puis l'otage quelque temps plus tard. Les Américains se lassent de ces doubles jeux et profitent de son absence en 1970 pour provoquer un coup d'État et placer à Phnom Penh un homme à eux, le maréchal Lon Nol. Sihanouk part alors en exil à Pékin. Il y unifie les différents courants de résistance patriotique et communiste. Et lorsque les Khmers rouges gagnent la partie en 1975, il sert de marionnette aux nouveaux maîtres qui ont au fait de l'exiler et le maintiennent en résidence surveillée. Ils tueront d'ailleurs 5 de ses 14 enfants, 5 victimes, parmi 2 millions d'autres assassinés en masse, parfois à coups de bâton, pour économiser les balles. Pour avoir de beaux fruits, il faut secouer le panier, disaient les Khmers rouges. Mais lorsque les Vietnamiens pénètrent dans l'immense camp de concentration qu'est devenu le Cambodge purifié par les Khmers rouges, Norodom a déjà filé en Corée du Nord, puis à Pékin. Et lorsqu'il faudra refermer une fois pour toutes cette parenthèse de folie et de cruauté, c'est encore à Sihanouk
que les Cambodgiens feront appel et il deviendra roi constitutionnel en 1991. Alors ce roi, que j'aime beaucoup parce qu'il s'était fait imprimer des cartes de visite où était écrit « Norodom Sihanouk, correspondant à Phnom Penh du Canard enchaîné », qui a tourné plusieurs films dans lesquels il jouait parfois un rôle, qui a chanté des chansons, comme le disait à l'instant Philippe Meyer, s'est éteint très discrètement l'an dernier à 90 ans. Il reste vénéré dans son pays et tel est l'homme auquel vous aviez dédié une pièce de théâtre. Eh bien, Shakespeare a bien consacré 8 pièces à des rois de son pays. Alors, Sihanouk est-il un personnage shakespearien ? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Hélène Sixou. Oui, c'est un personnage shakespearien. Mais je voudrais juste préciser une petite chose. Nous n'avons pas pensé faire un spectacle sur le roi. Ce qui nous occupait, Ariane et moi, c'était le sort du Cambodge. C'était le sort de ce pays, de ce peuple. Et il s'est avéré très vite, je peux dire qu'il n'y a pas eu un intervalle très, très grand, entre le moment où nous sommes penchés vers le Cambodge et le moment où nous nous sommes mis à travailler. Et il s'est avéré que le Cambodge avait une incarnation. Le Cambodge sur Terre était effectivement incarné par Sihanouk, par sa volonté, par son désir, par son brio, par son charme, par ses talents. Et donc, presque malgré nous, s'est imposé vraiment le schéma shakespearien. C'est-à-dire que c'est un roi-peuple, c'est pas seulement le roi-papa, c'est pas seulement Monseigneur Papa, comme on l'appelle, ou on l'a appelé, mais c'est aussi un peuple. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Alors, je crois que vous l'avez très très bien décrit. Évidemment, politiquement, je pourrais faire des petites retouches. Par exemple, je ne pense pas qu'il a laissé son pays devenir un sanctuaire. Il ne pouvait pas faire autrement. Il y a toujours eu, entre le Vietnam et le Cambodge, des tensions énormes, c'est-à-dire entre un tout petit pays et puis un gigantesque pays, un très petit Cambodge et un immense Vietnam très puissant à qui on ne pouvait pas vraiment résister. Donc, c'était infiltré, et ça, Sihanouk n'y pouvait rien. Là-dessus, ça a été archi-exploité, évidemment, par toutes les puissances mondiales. Et puis, le Cambodge l'a payé très cher, puisque le Vietnam a envahi le Cambodge pour délivrer le Cambodge, tout ça étant très compliqué, en 1979. Et à ce moment-là, et lorsque Ariane et moi, nous avons commencé cette aventure qui se poursuit par la grâce des dieux, nous n'avons pas pu aller au Cambodge, parce qu'il était occupé par le Vietnam. Nous sommes allés au Cambodge par les frontières, c'est-à-dire en passant par la Thaïlande et en entrant au Cambodge dans les camps de réfugiés et de résistants. Donc là, c'est quand même quelque chose qui disait la situation tragique, urgente. On savait les massacres. La France était très khmer rougisée, de manière qui était tout à fait choquante. Ah, il faut citer quelques cas, que le journal Le Monde a félicité les Khmers rouges quand ils sont rentrés dans Phnom Penh et que pendant des mois on nous a bassinés avec des légendes, alors que sur place se produisait un des pires massacres de tout le XXe siècle. Beaucoup de journaux français ont appuyé clairement les Khmers rouges en trouvant que tout ça allait très bien. On nous a beaucoup menti sur ce sujet. On s'est aussi beaucoup laissé faire, mais c'était aussi une question de méconnaissance. Donc nous sommes allés à contre-courant, mais je dirais naturellement. Et Ariane, qui avait visité le Cambodge du temps où c'était une sorte de paradis, était évidemment tout à fait éclairée à cet égard. Et nous avons beaucoup travaillé même politiquement autour de ça. Alors là-dessus, il est shakespearien aussi, et c'est un personnage de théâtre absolu, dans la mesure où il combine une puissance extrême et qui se manifeste aussi dans sa capacité de verbaliser de la manière la plus riche, la plus cultivée et la plus rigolote. Et il est capricieux, votre personnage. Il est extraordinairement capricieux et versatile. Il est versatile. Il est aussi très ambigu. Naturellement, parce qu'il est pris dans des systèmes de pression qui sont tout simplement insolubles. Il est en permanence en impasse. Alors, il faut qu'il fasse des bonds pour sortir de l'impasse ou de l'aporie. Mais quand je disais qu'il est très puissant, il est totalement impuissant. Et il faut qu'il essaye de fabriquer quelque chose avec ça en même temps, dans des circonstances où le sang est versé à torrent. Et en même temps, il est poétique. C'est un personnage absolument fascinant qui à la fois faisait des films et jouait dans ses propres films,
Et quand on voit ces films, on se dit que c'est vrai qu'on est sur une autre planète. Là. Écoutez, sa voix, pour les jeunes générations qui nous écoutent, qui ne sont pas bien au courant de Sihanouk, entre autres, justement, vous parlez de poétique, c'est le 24 février 1967, roi du Cambodge, Sihanouk, est en visite officielle à Paris et il évoque, lors d'une conférence de presse, les raisons de son amour pour la France. Eh bien maintenant, nous voyons la France renaître en tant que grande puissance mondiale. Je ne parle pas de ces bombes atomiques que vous dites petites. Je ne parle pas de ces satellites que vous dites sans importance. Mais je parle de l'art qu'exerce la France sur le plan mondial. Eh bien, c'est la plus grande puissance du monde. Avant, c'était la plus grande puissance occidentale. Maintenant, elle est devenue la plus grande puissance du monde. Sur ce plan-là, du prestige. Eh bien, le Cambodge, il se sent fier de cette victoire de la France, qui est due au général de Gaulle. Tous les Cambodgiens partagent mes sentiments, bien entendu. J'ouvre cette parenthèse et je la fermerai tout de suite. Nous sommes 6 millions de gaullistes et nous regrettons de ne pouvoir participer à vos élections. Vous connaissiez cette archive, Hélène Sixou? Oh non, celle-là en particulier, mais j'en ai entendu évidemment une quantité. Et d'abord, il n'arrêtait pas de parler, ce qui était aussi un délice, je dois dire. Et vous savez que lorsque par une combinaison de forces tout à fait étonnante, et à partir du désir et du rêve d'une de mes anciennes chercheuses, qui est maintenant une très grande khmérologue, Ashley Thompson, commencer à penser qu'on pouvait faire revivre cette pièce, mais cette fois sur le sol cambodgien, avec interprétée par de jeunes Cambodgiens. Et c'est celle qui tourne en ce moment, oui. Qui sera à Valence, qui sera à Toulouse, notamment à partir du 20 novembre. Qui a beaucoup qui a tourné triomphalement, et je m'en réjouis, parce que ces enfants qui jouent sont des petits génies, mais j'en parlerai tout à l'heure. Mais je voulais dire que nous avons, et très naturellement, prévenu le roi encore vivant, donc Norodom Sihanouk, du projet et de son effectuation. Il était à ce moment-là à Pékin, très malade, mais il a envoyé sa bénédiction à cette bande de 30 jeunes qui sortent absolument du ruisseau et qui y retournent. Parce que ce sont des jeunes de Battambang qui sont démunis, qui n'ont pas été à l'école, qui ont découvert le mot de théâtre en même temps que l'existence de Norodom Sihanouk et de leur propre mémoire, parce qu'il n'y en avait pas. Là, vous avez entendu un Sihanouk qui est en réalité une petite jeune femme qui s'appelle Sam Mardi. Et alors, pourquoi une petite jeune femme? Parce que c'est elle qui a trouvé Sihanouk. C'est 30 jeunes qui ont commencé lorsqu'ils avaient 16-17 ans et qui étaient dans une ONG qui s'appelle Phare, où on les entraînait aux arts du cirque. On leur a dit, voilà, vous allez jouer ça. Pour eux, c'était quelque chose d'inouï et c'était une sorte de jeu. Et selon la tradition du Théâtre du Soleil, ils ont tout essayé. Et là, parmi les 30, l'acteur ou l'actrice qui a décroché Sihanouk, si je peux dire, c'est une toute petite, minuscule petite femme qui vraiment... qui bouge tout le temps, qui saute partout, qui fait une souplesse incroyable. Qui opère une vraie résurrection de Sihanouk. C'est absolument incroyable. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant pour vous et dans votre écriture, et de si important même, au fond, dans l'intimité de l'écrivaine que vous êtes, Hélène Sixou, avec la figure du héros? Ils sont constamment présents, notamment dans votre dernier livre, dans Aïe Aïe. Vous leur parlez parfois, vous les plaignez ou ils se plaignent. Qu'est-ce qui est à ce point chez vous primordial dans ce traitement du héros, et avec ce héros shakespearien qui court constamment? On pourrait imaginer un jour ou l'autre que vous fassiez un Macbeth, par exemple, aussi.
Je ne m'attendais pas à cette question, mais alors je vais répondre parce que je n'ai jamais vraiment pensé dans ces termes-là, mais c'est très intéressant. D'abord parce que... Alors évidemment, Sihanouk, c'est un roi. Moi, je pense que parmi les héros que je chéris, il y a ma mère, qui est une sage-femme. Dire que l'héroïsme, finalement, c'est quoi ? C'est cette condition, c'est la condition mortelle. C'est le petit être humain qui est en face du dragon de la mort. Et ça, évidemment, c'est le sujet qui me passionne. Et c'est le sujet de ce livre. Hein ? Oui, tout à fait. Les héros anciens d'Homère, les héros qui furent des amis, Jacques Derrida, les héros écrivains, Proust, Shakespeare, oui, ce sont des héros parce qu'ils ont été chantés, c'est-à-dire que c'est la poésie qui en fait des héros. Mais avant, ce sont des hommes et des femmes qui font face à la mort et qui sont tout près de la disparition et qui lèguent une sorte d'injonction testamentaire à ceux qui leur survivent, aux survivants, que nous sommes provisoirement, en attendant nous aussi d'atteindre le but. Et c'est « relève-moi de mes cendres ». Je suis mort, comme dit Hamlet, je suis mort, écrit, comme dit Hamlet à Horatio, un reste pour écrire. C'est Ajax aussi. C'est Ajax, absolument. Ajax, alors ce qui est... Relève-moi de mes cendres. Hein. Ce qui est saisissant, c'est que si on a comme ça, si on a accès aux archives de la littérature, on s'aperçoit que cette scène, elle revient à travers les millénaires, à travers les langues. C'est toujours exactement la même, avec bien sûr des déplacements qui font que l'œuvre devient originale. Mais Ajax meurt exactement comme Hamlet, ou Hamlet comme Ajax, ou encore... Et donc, je l'avais noté en me reprochant à moi-même de l'avoir oublié en passant, comme le personnage principal du très beau livre de Faulkner qui s'appelle « Tandis que j'agonise », en anglais « As I lay dying », et qui est une mère qui est morte, mais qui parle, donc qui se survit à elle-même, et dont les mots sont empruntés, enfin il y a une greffe, en provenance justement de l'Agamemnon d'Homère. Daniel Salnave. Oui, en vous entendant, je me disais qu'on a envie aussi d'entendre ce que vous écrivez. C'est-à-dire, plutôt que de vous poser une question, si vous le permettez, je voudrais lire quelques lignes pour que les auditeurs entendent cette frappe de votre phrase. Déjà, je ne sais plus qui écrit. Qui écrit en tremblant? Qui écrit à la place de qui? Qui en moi écrit à qui? Est-ce toi, ou mon père, ou mes enfants? Et si vous permettez, je continue un peu plus loin. Je parle ici, depuis le mot ajoutage, vous l'avez deviné, de cet être qui ne sait pas ce qu'il fait. Elle, que j'appelle l'auteur volé, volé comme la lettre qu'il écrit, dans les plis de laquelle il écrit lui-même une lettre qu'il lit, comme Hamlet lit au livre de lui-même, essayant éperdument de comprendre pourquoi, comment, ne pas être ce qu'il est. Pourquoi je fais, semble-t-il, toujours le contraire de ce que je veux, je pense devoir faire. Comment je pars en sens inverse de mon sens. Comment je prends le parti que je désapprouve. Pourquoi je suis celui que je ne suis pas. Je n'ai pas moi, je cours à ma perte, ce n'est pas cela que je voulais dire, ce n'est pas celui-là que je voulais tuer, je ne suis pas à ma place, c'est toi, insensé, qui m'agit et passe à l'acte qu'ensuite je signe, je. Merci Daniel. C'est quoi ce jeu? C'est qui? Jeu, c'est un usurpateur. Ouais. C'est le jeu qui signe. J'ai toujours senti ça d'ailleurs, depuis que je suis petite et que j'ai commencé à écrire. J'ai toujours été gênée parce que je me suis toujours dit, bon, il faut bien signer. Mais franchement, ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Ce sont mes rêves, ce sont les autres en moi qui me traversent. Ou alors... c'est un personnage parmi tous ces personnages qui se trouve être le scribe de tous les autres et que j'ai retrouvé le elle que Daniel a fait retentir tout à l'heure avec ce côté homonymique, c'est-à-dire qu'on croit entendre elle, mais c'est le elle espagnol, c'est-à-dire lui. Je l'ai retrouvé dans un des livres de Cortázar, qui est le livre qui s'appelle le livre de Manuel, où il y a un personnage qui est là parmi tous les autres. Il y a 30, 40, 50 personnages, et puis un qui s'appelle El que te dije, celui dont je t'ai parlé, voilà, celui que tu sais, voilà. Et il est mélangé, voilà. Et je pense que ceux qui écrivent et qui signent sont ces ensembles. Alors Proust est évidemment
le référent le plus évident, parce que d'abord il l'a mis en scène, il l'a aussi explicité lui-même. Et il dit dans un très très beau petit texte qui aurait été une préface que celui qui écrit, c'est l'enfant qui joue en lui dans les ruines. Et je pense qu'en fait tous les écrivains sont ça. Ce sont des espaces mystérieux, profonds. Et puis il y a un petit enfant qui est un petit enfant d'ailleurs indéterminé, qui est à la fois masculin et féminin et animal, qui se promène dans les ruines. Et ça commence comme ça. Et qui déchiffre les ruines. Mais j'ai voulu faire, au fond, le lecteur ou la lectrice comme écho. C'est-à-dire que vos mots qui vous reviennent à travers une lecture qu'on peut en faire à haute voix. Est-ce que ça accentue ce trouble dans l'identité que vous creusez, ou au contraire, est-ce que ça la suspend ? Ça le suspend, ce trouble. Hélène Sixou. Je pense que quand ça revient, d'abord on attend que ça revienne. On est déjà, lorsqu'on écrit, c'est pour faire revenir. Donc on fait revenir ce qui est parti, ce qui est à côté, ce qui est perdu, mais pas perdu, qui est gardé en attendant. Et ensuite, alors il y a ce mystère de la lecture qui fait revenir autrement. Et là, on est à la merci de la lecture, mais il faut être humble, comme Stendhal nous l'a appris. Hein. Ça m'a toujours aidé que Stendhal ait attendu 1924 pour être lu. Enfin, c'est ce qu'il disait. Hein. En 1924, j'aurai mon lecteur. Vous lui parlez souvent, vous êtes de ses nouvelles, Stendhal, parce que parce que vraiment, je l'adore. Il est un peu comme Sihanouk. Il va bien. Il est comme Sihanouk. Oui. Il pète le feu, il se tord de rire, il adore justement l'opéra, il chante. Enfin, c'est absolument Sihanouk. Brice. Figurez-vous, Hélène Sixou, que j'ai assisté à certains de vos cours à la fac de Vincennes quand j'étais étudiant. J'étais pas en anglais, mais vous étiez tellement fascinante et tout le monde parlait tellement de vous que j'ai été assister à quelques-uns de vos cours. Et je me souviens que vous y parliez de Shakespeare, et je voudrais revenir à Shakespeare. Pourquoi ? Parce que j'ai consacré un travail universitaire à Jan Kott, qui a été un écrivain polonais, un des meilleurs, vous le connaissez certainement mieux que moi, un des meilleurs commentateurs de Shakespeare. Et il m'a semblé, en lisant Jan Kott, que les gens qui se tournaient vers Shakespeare après avoir eu une expérience, disons, militante, ou après avoir cru à des lois de l'histoire, se réfugiaient dans Shakespeare parce que Shakespeare offre le spectacle d'une histoire qui n'a pas de loi, qui est déchaînée, où les appétits de pouvoir sont sans limite, où l'idée que l'histoire puisse obéir à des lois et à des régularités est bannie. Parce que souvent, quand on a cru à ces lois de l'histoire, quand on a cru qu'il y avait un développement obligé, et qu'on est déçu, on se tourne vers Shakespeare parce qu'il est cette mise en scène de ce chaos. Alors quand vous avez fait votre comment ça s'appelait l'histoire comment s'appelait le titre, l'histoire terrible mais inachevée de Nirodom Sihanouk, roi du Cambodge. Est-ce que c'est parce que vous sortiez vous-même de cet enchantement, c'est pour ça que je fais référence à Vincennes, vous l'avez compris, à cet enchantement post-68 art, et est-ce que vous avez trouvé dans Sihanouk un personnage shakespearien dans la mesure précisément où il nie la réalité des lois de l'histoire? Hélène Sixou. Là, je pense que la responsabilité est partagée. C'est-à-dire que, d'abord, je ne pensais pas faire du théâtre, tout simplement parce que je pense que j'étais à l'intérieur de théâtres improvisés en permanence, puisque nous étions à une époque où l'action, l'activité, l'activisme, etc., tout cela existait encore. Mais lorsqu'Ariane m'a demandé d'écrire pour le Théâtre du Soleil, ce qui a été une grande surprise pour moi, je n'ai pas eu le choix. C'est-à-dire qu'Ariane était déjà là, avec son immense théâtre qui me dépassait largement. Et justement, j'étais exactement comme Stendhal, qui, lorsque, à la fin de la vie de Henri Brulard, il dit que le sujet surpasse le 10 ans. Alors moi, vraiment, j'étais un petit 10 ans avec un sujet gigantesque qu'il fallait que j'essaye quand même de suivre et de célébrer. Alors, là-dessus, Shakespeare m'accompagne depuis toujours. Je dirais même que, ça c'est une trace autobiographique, c'est que quand j'ai eu mon premier prix premier prix d'anglais, et j'étais au lycée d'Alger, le consulat britannique m'a offert Shakespeare complet en anglais. Et je l'ai toujours. Je le lis encore maintenant, il est parfait.
Et j'ai été moi, allaitée à Shakespeare. Mais c'est le monde, c'est évidemment le monde de la guerre, c'est ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est le monde du pouvoir, c'est le monde de la cruauté. C'est le premier des très grands cruels, même s'il y a avant, et je ne l'oublie pas, mais c'est peut-être plus immédiatement analytique, on a Échille, Sophocle, enfin bon. Je vais vous poser une question stupide parmi d'autres. On peut parler d'Adèle, parce que je veux parler d'Adèle. Oui, alors attendez, non, juste une question stupide. Ce serait quoi la pièce de chevet de Shakespeare? C'est idiot. Toute. De Shakespeare lui-même, mais on m'a soufflé qu'en ce moment vous tourniez beaucoup autour de Macbeth. Ah ben écoutez, si on vous l'a soufflé, suivez le souffle, hein, mais la pièce de chevet de Shakespeare lui-même. Non, vous, la vôtre de Shakespeare. Ah non, mais j'en ai pas là. D'ailleurs, en fait, pour moi, c'est une seule pièce. Oui, c'est-à-dire que quand je pense... c'est la première série américaine de l'histoire de la littérature. Oui, mais vous savez, quand je travaille, quand la littérature me travaille, il y a vraiment tous les personnages de Shakespeare, exactement comme tous les personnages de l'Odyssée. Ajax est venu cette fois-ci, mais il y a une quantité de personnages d'Homère qui sont avec moi en permanence. Même ceux que je déteste. Alors, comme on arrive au bout de l'émission et que avec Adèle, vous, rien ne se passe jamais comme prévu, que vous voulez pousser votre cri à nouveau, le aïe aïe, c'est sur Adèle. Mais on n'a plus beaucoup de temps, mais je vous en prie. J'y tiens. Adèle est un artiste qui maintenant n'a pas besoin de... Adèle Abdessemed. Adèle Abdesmed. C'est un artiste algérien, très jeune, extrêmement doué, et avec lequel Aïe aïe a un pacte, parce que ce livre est accompagné par des images d'Adèle. Et il est issu d'une conférence à New York qui a eu lieu à l'automne. Ah oui, ça c'est l'occasion. Mais alors, puisqu'on a peu de temps, parlons d'Adèle. Voilà. Parce que d'abord, c'est un garçon qui est libre, c'est-à-dire qu'il a jailli hors de cette Algérie qui, évidemment, ne peut pas accepter l'art, la représentation, tout en y gardant la part la plus importante pour lui, c'est-à-dire sa mère, qui fait terre et Algérie pour lui. Et il est d'une violence extrême, et cette violence, il arrive à en faire des figures, à la fois, c'est souvent très politique, parfois c'est simplement de l'ordre de la fougue, de la passion, de l'explosion. Et quand je l'ai rencontré, j'avais déjà écrit Aïe aïe, et quand il l'a lu, et il s'y est trouvé lui-même, et ça je le comprends. Après coup, je me suis dit, il a raison, il est là-dedans, avec sa façon de faire avec le feu et la cendre, et avec la matière. Il a un rapport à la matière très fort, des œuvres qui sont d'une force presque brutale, admirable. Et que l'on retrouve, entre autres, dans votre livre, Hélène Cixous. Nous arrivons au terme de notre entretien, mais restez avec nous parce que les collègues et amis de La Porte y Conquet ont des choses pour vous. On retiendra de votre livre de très nombreuses belles pages, entre autres cette phrase, la littérature, c'est la colère devenue hymne. On s'interrogera beaucoup sur ce que vous voulez dire et de ce que signifie au fond ce chiffre, cette page 59, oui. Qui reste mystérieuse, parce que vous laissez les points de suspension. Voilà. Donc ça permettra d'avoir de très longues conversations et méditations autour de votre livre. Je crois savoir que vous aimez beaucoup Gustave Mahler. Oui.
avez reconnu bien sûr Kathleen Ferrier dans ce 4e mouvement du Chant de la Terre de Gustave Mahler, dirigé par Bruno Walter. En l'occurrence là, nous sommes en 1947. Que nous arrive-t-il, Hélène Cixous, aujourd'hui sur la toile, en musique, avec Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur? Réponse tout de suite. Bonjour Xavier Delaporte. Bonjour Marc Moichet. Que nous arrive-t-il donc sur le net? Eh bien, qu'est-ce que les nouvelles technologies changent à la manière de raconter une histoire? Cette question toute simple, le New York Times l'a posée dernièrement à une dizaine d'écrivains. Alors, il ne s'agit pas là d'interroger l'avenir du livre, les menaces sur cette industrie ou sur la littérature, mais juste cette question simple, le récit, une histoire. Alors, à cette question, il y a d'abord des réponses concrètes. Celle de Margaret Atwood, grande écrivaine canadienne par exemple. Elle écrit évidemment que les technologies changent quelque chose à la manière de raconter des histoires, ça a toujours été le cas. Comment déplacer un personnage d'un lieu à un autre ? À cheval, en bateau, en train, en voiture, en avion. Comment éliminer un personnage par un meurtre violent? Un rocher, un club de golf, un couteau, un flingue, ou en trafiquant son GPS pour qu'il mène sa voiture jusqu'au fond de la mer? Et puis comment faire communiquer des personnages? Les signaux de fumée, les tambours, les caractères cunéiformes, la poste, le téléphone, des trous dans les arbres comme les espions de John le Carré, les mails, ou écrire dans sa main pour que les mini-drones ne puissent pas lire ou entendre. Elle explique que chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients et qu'elle produit ses propres interactions avec les personnages et l'intrigue. Et Margaret Atwood propose un exercice, réécrire la lettre volée d'Edgar Allan Poe, mais avec les technologies contemporaines. Comment un courrier peut être dissimulé tout en étant précisément à la vie de tous. Joli défi avec le mail, par exemple. Oui, le mail volé. Je précise juste que Margaret Atwood a 73 ans. Marisha Pels, elle, qui a une quarantaine d'années, voit un problème. Elle dit que les technologies empêchent que les personnages ne se perdent. Or, selon elle, c'est l'état de perdition et le trajet vers la compréhension qui ont offert à la littérature ses chefs-d'œuvre. Le voyage de Marlowe dans un Congo inexploré, Au cœur des ténèbres. La révélation du passé de Rochester dans Jane Eyre. Tout ça ne peut plus avoir lieu aujourd'hui où, avec un smartphone, en ne sortant pas de son lit, on peut connaître le statut marital de la personne avec laquelle on vient de coucher ou aller regarder des photos du Congo. Mais, Marisha Pessel, voilà un nouveau défi pour la littérature, car les gens sont toujours aussi compliqués et étranges, évidemment. Et le but de la littérature a toujours été de plonger au plus profond pour y trouver le mystère, l'ombre, la dislocation. Eh bien, les technologies ne changent rien à cela, elles rajoutent juste une couche supplémentaire de complexité et elles obligent les écrivains à plonger plus profond. Et puis, il y a parmi ces écrivains qui répondent à cette question ceux qui établissent un lien direct entre littérature et technologie. Par exemple, Tom McCarthy, le romancier britannique. Voici ce qu'il écrit. Il dit « L'argument selon lequel l'avènement d'Internet marquerait une sorte d'année zéro après laquelle plus rien ne serait pareil est la preuve d'une grande ignorance de l'histoire de la littérature. Regardez, dit-il, l'obsession de Kafka pour les téléphones ou la manière dont le phonographe, pour Bram Stoker, en tant que machine qui ramène le mort à la vie ou inversement enferme le vivant dans une forme morte, rappelle le vampire. Et est-ce que, ça va vous concerner, Hélène Cixous, est-ce que Roméo et Juliette et Hamlet, avec leurs intrigues qui rendent fatales des lettres échangées ou pas délivrées, ne manifestent pas une angoisse énorme vis-à-vis du système postal? Les meilleurs écrivains, conclut Tom McCarthy, ont toujours compris que écrire, c'était à la fois affronter et d'une certaine manière allégoriser le régime de médiation technologique sans lequel l'écriture n'existerait pas. Et puis il y a Tracy K. Smith qui a remporté le Pulitzer de poésie en 2012. Et elle voit des liens profonds entre la poésie et Internet. Dans un poème, écrit-elle, c'est souvent l'association qui vous mène d'un lieu à un autre, une image qui produit un décalage radical du contexte et du ton. Or, c'est bien l'association qui gouverne notre expérience de la navigation sur le web. Songez à ces grands bonds que nous faisons, aux étranges chemins que nous empruntons en suivant simplement une série de liens web. Tout ce qui se passe dans un poème a toujours été guidé par la compression. Alors, une compression peut-être plus intense, plus bizarre aujourd'hui que pour la génération précédente. Mais, dit-elle, quand je me rappelle The Wasteland d'Eliot, je me dis juste qu'Internet a réussi à revigorer un ensemble d'ambitions et d'aptitudes qui sont depuis toujours à disposition des poètes. Voilà donc le ton général de ces réponses des écrivains britanniques, c'est que les technologies changent beaucoup et peu à la fois. Et j'ai l'impression que c'est une conclusion que je pourrais reprendre presque chaque matin. C'est parfaitement juste. Hélène Cixous ? Oui, c'est tout à fait juste. Effectivement, on accélère, ce sont des accélérateurs. À ce moment-là, comme vous le disiez, on va un petit peu plus profond, parce que les profondeurs, le mystère, le noir, les ténèbres sont toujours là, ils s'éloignent un tout petit peu. On ne perd pas la perte, elle est toujours là, on ne la perdra jamais. La poste sera toujours à contre-temps, et je dirais qu'on meurt à 1 minute près. Ça, c'est la loi de Roméo et Juliette. À 1 minute près, on est sauvé. Et ça, même avec Internet, c'est à 1 minute près. Le mail qui n'arrive pas, etc. Bon. Et le mail qui n'arrive pas, et le bug